êtes chez l'irédiste, c'est-à-dire moi-même, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Couture, Tricot, Créatif. Voilà, je suis vraiment super contente de vous retrouver. J'ai essayé de tenir mes bonnes résolutions de 2021, c'est-à-dire tourner un petit peu plus souvent. Je crois que ça fait un peu moins d'un mois, donc je suis plutôt contente. J'ai réussi à trouver un petit créneau dans mon mercredi après-midi de mère au foyer avec 2 grands enfants, enfin grands, 6 ans et 4 ans et demi. Là je les ai envoyés jouer dehors, mais je pense qu'ils vont revenir, que ça va faire du bruit, que je vais devoir couper, que je commence à midi, que je vais finir à 5h. Mais c'est pas grave, je tourne et c'est le principal. Aujourd'hui j'avais tricot couture, hein, comme d'hab. Et puis voilà. Alors on va commencer par ce que je porte. Je porte aujourd'hui un gilet et une chemise fait main. Donc la chemise, alors c'est jamais repassé chez moi, hein, vous savez, c'est un peu dans son jus. Le gilet, c'est le gilet, comment il s'appelle? Popcorn. C'est pas du tout popcorn. Je sais plus, c'est un gilet de Marie-Amélie Design. Avec des petits pops là. Vous voyez, alors qu'il y en a beaucoup en haut et qu'il y en a de moins en moins en bas. Je l'ai bien tricoté il y a 3 ans, je pense, facile. Comment il s'appelle? Bon, bref, je vous mettrai le nom comme d'hab. Et les laines, c'est des laines vilaines. Faudra que je les retrouve. Belette. Un truc avec belette, la queue de la belette. Attraper la queue de la belette, peut-être. Qui est un super marron chaud. C'est pas un... J'aime beaucoup. Alors qui vieillit, voilà, je le porte quand même assez régulièrement, qui vieillit pas trop mal. Là, vous voyez, j'alterne jamais mes écheveaux. Et on voit que lui était un peu moins peps que lui. La couleur est un peu plus terne. Mais bon, c'est vraiment pas dérangeant. Alors les boutons, il faut que je les change depuis que je les ai mis. Ils sont énormes, ils sont trop gros, ils vont pas. Et surtout, je me suis plantée quand je les ai cousus. Vous voyez, là, il y en a... Ils sont pas assez écartés par rapport à là-haut, hein, vous voyez. Et puis, ils sont trop lourds. Faut que je les enlève, que je mette des petits boutons de nacre ou je sais pas. Voilà. Ça fait... Depuis que je les ai posés, il y a bien 3 ans, je me dis ça. Et puis, je l'ai jamais fait et ça m'empêche pas de le porter. Et dessous, je porte une chemise Sarah de Delphine et Morissette, du livre Des petits hauts, mais on va en reparler. Dans un tissu, un coton Toto. Je crois. Et donc c'est une chemise toute simple qui a quand même un grand col là. Enfin un col de chemise un peu, voilà, pas assez conséquent. Et qui a ce petit jabot là tout le long. Qui part de l'épaule là. Qui est pris dans la couture d'épaule. Que j'avais pas hyper bien posé, vous voyez, là il tombe un peu. Mais bon, voilà. Ça le fait bien. Voilà, et ben on va commencer par la couture je crois. Ou le tricot. Je commence souvent par le tricot, mais on va commencer par la couture. Comme ça, ce sera fait. Alors, la couture, j'ai pas beaucoup cousu. En fait, j'ai très envie de coudre et puis je suis pas motivée. Puis je viens de casser une toute petite pièce sur ma machine à coudre, donc j'espère que je vais réussir à la réparer. Je suis en train de coller là pour essayer de réparer des trucs. Je peux vous parler de 2 patrons. Enfin, un patron que j'ai cousu 2 fois. C'est un patron de jupe. Je vous montre des jupes maintenant dans ce podcast, c'est quand même un peu la folie. Alors, ce patron, c'est un patron de Nathalie, la jolie girafe. On dirait des vrais. Je crois qu'elle n'utilise plus trop ce terme de on dirait des vrais. Et c'est Nathalie qui un jour, en décembre, m'a écrit sur Instagram et m'a demandé si je voulais tester son nouveau patron de jupe en couture. Bon, alors déjà, pour l'ego... comment vous dire que votre ego il monte en flèche quand un créateur de patron vous demande de tester ses patrons. je ne me sentais plus, je pense qu'après j'ai pas passé les portes à cause de ma grosse tête pendant une semaine. Non, c'était super sympa de la part de Nathalie de me proposer ça. En plus j'étais un peu dans un mood de jupe, puisque je me mets à porter des jupes et j'étais super contente. J'avais jamais testé de patron de couture. J'ai fait pas mal de tricot. Je fais toujours, mais couture pas trop. Je voulais vous mettre une image, mais je crois que j'ai jamais imprimé la première page. Bon, je vous la rajouterai après. Donc j'étais vraiment contente. En plus c'est une petite jupe portefeuille sans fermeture éclair, donc je me dis ça va se coudre super vite. C'était en décembre.
Je savais déjà dans quel tissu je voulais la faire. Et puis je m'étais mis en tête une date butoir de fin de test fin janvier. Et puis en fait c'était pas du tout fin janvier. Donc genre la veille ou l'avant-veille, Nathalie est revenue un peu vérifier, faire le rappel de ses troupes. Et puis j'étais là, bah en fait non, je suis totalement à la bourre. Donc j'étais vraiment une très mauvaise testeuse. On a perdu la caméra. Très très mauvaise testeuse, je lui ai fait quelques retours mais vraiment au dernier moment. Et bon. Et surtout ce que j'ai découvert dans un test couture, c'est que un test tricot, bon le patron il change au fur et à mesure, on imprime ou on n'imprime pas le patron, puisque on peut le regarder sur son téléphone, sauf que un test couture, c'est forcément un patron PDF que l'on doit imprimer, et s'il y a des grosses modifications et qu'on veut le refaire une deuxième fois, il faut le réimprimer une deuxième fois, voilà, et donc tout couper et tout scotcher. Ça m'a un peu, j'ai dit ah ouais en fait les tests de couture... Ah ouais, ça demande quand même plus de travail qu'un test tricot. J'avais pas du tout pensé à ça en fait. C'est débile hein, mais je ne pensais pas du tout au fait qu'il fallait imprimer le PDF et tout ça. Alors la première version, elle avait encore... je suis pas sûre d'en avoir regardé. Il fallait découper les feuilles et puis les coller, mais alors elle avait fait ça super bien. Bon, je vous en parle même si c'est plus trop d'actualité. Il y avait des cœurs pleins ou vides, enfin juste le contour du cœur ou le cœur plein pour savoir quel côté de la feuille découpée et quel côté de la feuille collée. Bon ça elle a arrêté mais c'était super pratique, je trouvais ça vraiment très bien fait. Maintenant on n'a plus besoin de couper les feuilles, il suffit de les coller bord à bord. Il y a un tout petit espace blanc vide qu'on peut refaire au trait ou alors on y va à l'arrache avec les ciseaux. Donc ça elle a tout changé ces PDF, donc c'est encore plus pratique, maintenant vous n'avez plus besoin de couper vos feuilles. Voilà. Et donc la jupe l'inconnu, parce que ça s'appelle comme ça, c'est une petite jupe petite. C'est une jupe portefeuille, une vraie jupe portefeuille, hein, avec un petit arrondi en bas. Et surtout, ces 4 plis là, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans le patron. Ces 4 plis qui descendent de plus en plus bas et qui donnent de l'ampleur à la jupe et du mouvement. Et donc c'est une jupe qui se ferme avec des boutons. Donc 2 boutons sur la partie voyante et un bouton sur la partie non voyante. Donc en fait c'est voilà, une vraie jupe portefeuille, c'est vraiment super pratique parce que ça secoue super vite, sauf l'ourlet, je vous expliquerai après. L'ourlet prend autant de temps que tout le reste de la jupe, hein, donc une demi-heure de jupe et une demi-heure d'ourlet, ou une heure de jupe, une heure d'ourlet, oh, peut-être pas une heure d'ourlet quand même. Et après en fait vous l'asseyez sur vous, vous regardez où est-ce que vous voulez qu'elle tombe, très taille haute ou un peu plus basse. Bien que je crois qu'elle ait prévu une taille haute dans son patron, mais ça en fin de compte vous décidez où vous voulez, et puis après vous faites vos boutonnières, vos boutons, c'est fini. En fait même vous faites vos boutonnières avant, puisque les boutonnières sont au bord de chaque ceinture, vous faites vos boutonnières, puis après vous n'avez plus qu'à coudre les boutons là où vous voulez que ça arrive. Super pratique, donc comme ça c'est vraiment... Puis limite si vous voulez un jour changer, vous grossissez, vous maigrissez, ou vous voulez que la jupe soit plus taille haute, plus taille basse, il suffit de découdre les boutons et de les remettre à un autre endroit, soit plus serré pour faire resserrer la jupe, soit moins serré pour élargir la jupe. Donc là c'est quand même super cool. Parce que la fermeture éclair invisible une fois qu'elle est... Enfin, ou pas invisible d'ailleurs, une fois qu'elle est posée, pour la défaire c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà, donc la première version je l'ai faite dans un sorte de tencel chambré. Il est très fin. Il y a un côté chambré parce que, vous voyez, il a une couleur différente de chaque côté. Mais il a un côté tencel parce qu'il est très fluide, il n'est pas du tout épais comme certains chambrés que j'ai déjà pu voir. Je ne sais pas où je l'ai acheté. Peut-être tout haut, je crois. Donc je suis pas sûre. Entre le tencel et le chambré. Je suis un peu nulle pour les tissus. C'est pas le tissu le plus idéal pour cette jupe. Il reste vraiment en forme, quoi. Il n'est pas fluide. J'ai cousu donc une version dans une viscose que je vous montrerai juste après. Je préfère la version viscose. Après ça me donne, je trouve, un petit look... Laura Ingalls, Petite maison dans la prairie, parce que justement comme la jupe reste bien ample, dans cette petite couleur bleue, ouais je trouve que ça donne un petit côté comme ça, elle va super bien avec le body que j'ai cousu, le premier body que j'ai cousu. Donc de toute façon je la porterai en même temps, je vous la mettrai là. Et vraiment j'aime bien, c'est voilà, un petit style un peu particulier, mais franchement ça rend bien. Donc le process il est assez simple, hein. Donc on a 3 pièces, 2 devant qui se ressemblent pas et un dos, hein, parce qu'il y a un grand devant qui a des plis, il arrondit.
Et donc le dos qui est tout simple, enfin tout simple en trapèze, et ensuite un devant qui a une pince et qui est tout droit. Donc sur les tissus qui ne sont pas réversibles, il faut faire un peu attention quand vous coupez. Je crois qu'elle a amélioré dans sa deuxième version pour pas vous tromper, mais moi je crois que je me suis trompée sur celle-là, que le côté gauche est à droite et le côté droit est à gauche, mais en fin de compte vous faites bien comme vous voulez. Voilà, donc on fait les plis, donc voilà, c'est 4 plis plats, tout est machin. J'ai pas fait les broderies moi au début, et je les ai faites à la toute fin, quand la ceinture était posée et quand le bouton était posé. Et en fait, en haut, comme il y avait des épaisseurs de ceinture, là c'est le bouton qui est juste ici, là, donc ça, impossible de faire. Donc le haut est très très moche. Là je l'ai défait 2-3 fois, puis après je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton qui gênait, mais j'avais pas envie de défaire le bouton, parce que je l'ai cousu à la main. Et voilà, mais j'aime bien quand même ces petites broderies, donc c'est ma machine à coudre qui fait ces broderies là. J'en ai essayé plusieurs, bon, j'ai mis celle-là, ça souligne bien les plis, se voient encore plus, je trouve ça joli. Donc on fait les plis, si vous voulez les mettre en évidence, il faut le faire maintenant. On fait une petite pince de l'autre côté pour avoir l'ampleur sans le volume. Mini pince. Hein. Et pour le dos, Nathalie propose plusieurs ajustements. Donc dans son patron, vous avez les planches PDF, vous avez les explications du patron avec des schémas. C'est très clair, vraiment. Si vous débutez, allez-y, hein, elle explique tout vraiment bien. Et ensuite, vous avez un autre fichier pour les ajustements. Ajustement en longueur, je crois. Parce qu'il y a 3 longueurs différentes dans la jupe. Genou, 7/8e et jupe longue. Alors 7/8e, c'est un vrai 7/8e, hein, ça arrive... bas. Moi je l'aurais voulu peut-être un peu plus courte. Celle-là c'est un 7/8e. Mais pourquoi pas, quand on le sait, c'est pas dérangeant. Et elle propose des ajustements pour les dos cambrés. J'aurais dû les faire. J'avais vraiment la flemme. Mais je vous ai dit testeuse en carton quoi. Et c'est vrai que quand je la porte dans le dos, ça fait dans le... en haut du dos là, dans le creux des reins, ça fait des petits plis horizontaux parce que j'ai pas fait les ajustements. Bref, mais j'étais à la bourre, j'avais la flemme. Voilà. Testeuse en carton. Donc vous faites ça, ensuite vous réunissez les 3 panneaux ensemble, et après vous faites l'ourlet. Donc d'un côté, on a un ourlet simple, le côté qui est droit là, le petit côté qui a la pince qui est droit, on fait juste un ourlet simple, un rentré. C'est un rentré, donc moi j'ai surjette et après je fais un rentré. Et après pour le bas, l'arrondi et le côté droit, c'est un ourlet, un seul, avec un biais rapporté. Donc pour lui, j'ai fait un biais dans le tissu. Voilà. Parce que j'avais vraiment pas de biais qui ressemblaient, et puis ils étaient rigides, et puis je sais pas, ça y est pas. Donc voilà, vous posez votre biais. Voilà, c'est très long, il faut beaucoup de biais. Hein. Beaucoup de biais. Après, elle vous explique comment faire pour avoir... voilà, donc ce que je n'ai pas fait, hein, c'est dégoûtant. Là j'ai l'angle du biais qui dépasse, mais elle vous explique bien comment faire une jolie finition dans l'angle. Voilà, je vous ai dit testeuse en carton. Ça fait vraiment un chouette angle. Voilà. Puis après vous repliez et vous recommencez tout le long. Je vous dis tac tac tac. Et on remonte jusqu'en haut. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes content. Et vous n'avez plus qu'à poser la ceinture. Et pour poser la ceinture, elle le fait comme... je vous ai posté en story une technique pour poser les cols de chemise, ou les ceintures, ou les poignées de manche. Et bah c'est la technique, c'est celle-ci en fait. Donc c'est vraiment hyper propre, très facile à coudre. Vous voyez, vous n'avez aucun décalage. Alors moi j'ai toujours un petit zibouibou ici, bon, à cause des épaisseurs. Donc vous verrez dans son patron, ou allez voir mes stories sur Instagram. Minute pub, voilà. Vous faites ça, donc vous avez 3 morceaux de ceinture. Donc à faire aligner avec les coutures de ceinture doivent être alignées avec les coutures des côtés, à peu près. Et après vous n'avez plus qu'à faire les boutonnières et les boutons. Sachant qu'il y a 2 boutons qui sont visibles, vous pouvez coudre à la machine à coudre. J'ai des petits boutons de chez Stragier qui sont mat, bleu marine, très jolis. Et l'autre, c'est un bouton invisible. Donc il ne faut pas qu'il soit vu sur la ceinture, donc là il faut le coudre à la main. Voilà. Un gros bouton blanc bien moche pour vider mes stocks. Et c'est fini. Et voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je l'aime tellement et j'avais prévu dès le début de m'en faire une deuxième version en viscose courte.
pu la faire en viscose longue, mais je voulais avoir des jupes qui changent un peu. Donc celle-là, voilà. Le tissu est assez fluide, mais pas assez. Assez fluide, mais pas assez. Il aurait été vraiment bien en robe ou en chemise, mais bon. C'est comme ça. Il se froisse vite, hein. Voilà. Là, elle est pendue hein, depuis une semaine. Sur ça, vous voyez, elle est un peu froissée. Et le seul petit défaut que je trouverai au patron, mais ça se modifie facilement, je trouve que l'arrondi en bas n'est pas assez prononcé. Moi, je vais faire un plus grand arrondi. Sinon, le portefeuille couvre bien. Je la porte quand je m'occupe de mes enfants et j'ai aucun souci d'attentat à la pudeur. Le côté dessous revient bien dessous. Et donc après je l'ai fait en viscose pour vraiment avoir les deux styles de... Alors celle-là c'est vraiment ma petite chouchou. Je trouve que j'ai pas beaucoup de vêtements pour aller avec, c'est un peu le problème, mais c'est beaucoup plus fluide. Alors c'est une viscose que j'ai achetée chez Stragier. J'avais acheté vraiment beaucoup. En plus à la base je voulais un autre tissu mais il avait plus, donc j'avais tout acheté, commandé. C'est au moment de préparer ma commande qu'ils se sont rendus compte qu'ils en avaient plus. Donc je crois qu'ils m'ont filé 20 ou 30 cm de plus de cette viscose. Donc j'en ai encore un énorme morceau. Je pense faire une petite robe avec. Donc voilà, c'est des petites taches. Donc c'est sur fond noir et des taches blanches, rouille, verte et un peu jaune avec du fil lurex. Je crois qu'on les voit quand même les fils. Donc j'ai coupé la ceinture dans l'autre sens. Ah oui, la ceinture, je vais en parler sur celle-là. Donc voilà. Donc là, je crois que j'ai refait les côtés des bons côtés. Donc là, mon portefeuille est de ce côté-là. Donc voilà, j'ai mis... non, j'ai mis des boutons quand même. Deux petits boutons de bois. Donc là, c'est la V2 du patron. Il y avait des petites modifications, des petits trucs qui collaient pas. Donc là j'ai cousu la V2. Comme ça me permettait aussi de tester la V2 vu que j'étais un peu en carton pour la V1. Elle n'a pas changé grand chose. Pas grand chose du tout. Voilà. Donc pareil, hein, les plis. Alors les plis, là on les voit pas du tout sur ce genre de tissu. Mais ils sont là, on les devine un peu. Mais ils donnent vraiment du mouvement à la jupe. Donc c'est la version courte, je crois, qui arrive au niveau sous les genoux ou au niveau des genoux. Et je n'ai pas fait les ajustements dos cambré que j'aurais dû faire. Et pour la ceinture, donc elle préconise de thermocoller la ceinture, surtout si vous utilisez une viscose, il faut vraiment que la ceinture se tienne. Moi je ne thermocolle pas, parce que ça ne fonctionne pas chez moi. Voilà, mon bouton intérieur, là. J'avais un bouton noir immense qui traînait dans mon stock, c'est parfait. Là on voit bien les plis. Elle se repasse super bien cette viscose, vous voyez, les plis ils tiennent vachement bien. Et donc je thermocolle pas, en fait je triple les ceintures, donc je prends un autre tissu beaucoup plus épais qui traîne dans mon stock, un jean assez épais, et je le coupe. En fait je coupe donc ma ceinture 3 fois, 2 fois dans la viscose et 1 fois dans le jean, et c'est comme ça que... Donc là j'ai une 3e épaisseur du tissu qui est beaucoup plus rigide, donc ça permet que la ceinture se tienne bien. Si vous n'aimez pas les thermocollants ou si vous n'avez pas de thermocollant chez vous, voilà, vous prenez un tissu plus épais et ça fait bien la blague. Et moi je préfère en fin de compte, je pense que sur le long terme, c'est de meilleure qualité parce que le thermocollant sur le long terme, à la viéseline thermocollante, le thermocollant ça veut rien dire. Je suis pas sûre que ce soit, ou alors il faudra une viéseline à coudre parce que la thermocollante, je pense qu'à force de laver, elle doit se décoller. Et puis pour le biais, j'avais pas assez de biais. Qui est-ce qui a fait ça aussi? C'est Alice, du lapin d'Alice, qui a aussi testé la jupe. J'avais pas assez de biais, donc pour l'instant j'ai mis un biais noir. C'est un biais noir jersey. Que j'avais acheté, je sais plus pourquoi. Ah si, je l'avais acheté pour gancer mes coutures quand je couds avec des fils qui brillent. Ou quand j'ai des tissus à fil lurex qui grattent un peu, je gançais les coutures avec un biais jersey. Les biais jersey c'est super doux et c'est tout mou, tout souple. Donc je trouve ça plus pratique que les biais en coton. Alors par contre comme c'est un jersey, c'est un peu élastique et j'ai un peu trop tiré quand je l'ai posé, j'ai pas fait gaffe dans l'arrondi surtout et mon tissu je suis pas sûre que vous le voyez mais il condole un petit peu parce que j'ai trop tiré. Voilà. Bon heureusement que le tissu est un peu, il se place pas joliment. Vous voyez, je sais pas si vous verrez.
Ça c'est de ma faute, j'ai trop tiré en posant le biais. Donc bref, je pose mon biais, je pose mon biais, je pose mon biais. Et puis ah, j'ai pas assez de biais. Donc j'ai mis un biais, en fait c'est un biais argenté que j'ai mis sur l'envers pour qu'il soit un peu moins brillant. Surtout que les fils de Rex là ils sont dorés. Donc je voulais vraiment pas, j'aime pas mélanger le doré et l'argenté. Donc bah j'ai fait ça pour la fin. Il me manquait quand même tout ça. Et là, j'ai fait un double rentrée sur ce côté-là parce que j'aimais pas voir le fil de surjeteuse sur l'autre. Voilà, on voit très rarement ce côté, surtout parce que c'est le côté qui est dessous. Donc l'envers du côté qui est dessous, on le voit quand même pas souvent, mais je préférais faire un double rentrée, c'était plus joli. Donc voilà. J'ai encore un fil qui traîne. Là, j'ai un peu mieux réussi mon angle avec le pas à pas de Nathalie. Et voilà. Donc elle, je l'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. J'adore le tissu, j'adore la coupe. Que dire de plus? Voilà, si vous débutez, c'est un chouette patron je trouve, parce qu'il n'y a pas les difficultés de la fermeture éclair. Et puis en fait vous l'ajustez à votre taille à la fin, donc ça c'est vraiment cool. Ça mange, je sais plus combien ça mange de tissu. En carton, la testeuse. Voilà, donc j'ai deux petites jupes en plus dans mon dressing, je commence à en avoir plusieurs, c'est pas mal. Il faut juste que je trouve des vêtements pour porter avec parce que je suis pas... voilà. Faut que je trouve des trucs un peu peps parce qu'elle est un peu sombre et je me dis au printemps ou en automne je pourrais quand même la porter. Je sais pas pourquoi je me vois pas la porter en été, peut-être le fond noir. Et je trouve des trucs un peu blancs, jaunes, histoire de la réveiller un peu. Et c'est elle qui m'a donné envie de tricoter un modèle que je suis en train de tricoter. Ouais, je vous en reparlerai juste après. Donc ça c'est la jupe l'inconnu de la jolie girafe. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, donc moi si je devais en faire une, j'agrandirais l'arrondi. Je le ferais commencer plus haut et je ferai un plus grand arrondi pour qu'on voie plus le côté portefeuille. On ne le voit pas énormément le côté portefeuille. Pour tout vous dire. Voilà. Donc j'ai fait ça. En fait elle était déjà finie quand j'ai tourné les autres podcasts. Mais le patron n'était pas sorti. Donc je ne pouvais pas vous les montrer. Je sais vraiment pas si je referai des tests en couture. Voilà, bon, ça fait vraiment péteux de dire ça comme ça. Je suis même pas sûre qu'on me le redemande. Hein. Vu comment j'ai été pas très efficace, je suis même pas sûre que Nathalie... Ah, je lui ai fait des belles photos après sur Instagram. Je me suis rattrapée comme ça. Mais c'est vrai que ce côté couper le PDF, le couper une ou deux fois, ça m'a un petit peu ralenti quand même. Donc je sais pas si je referai. Bon après je pense que si on me le propose, forcément ça donne envie hein, de tester en avant-première, dans le cercle de l'élite. Après ce que j'ai trouvé un peu plus dérangeant, donc je sais pas comment se passent les autres tests de couture. Donc là on fonctionnait par mail avec Nathalie et on voyait pas les autres testeuses. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout discuté entre testeuses, comme souvent ça se passe dans les tests tricot. Les tests tricot, alors, il y en a quelques-uns qui se font par retour de mail, donc on est en contact qu'avec la designer. Bon, c'est pas les plus intéressants, mais c'est vrai que ceux où on est sur un groupe de discussion type Slack ou Instagram, voire Ravelry, mais je crois que ça se fait plus maintenant, c'était il y a quelques années. C'est plus intéressant parce que déjà on voit les autres testeuses, on voit les autres versions et puis on discute entre nous aussi de des erreurs ou pas du patron. On se rend compte des fois que c'est pas le patron qui a fait une erreur mais nous. Et je trouvais que ça manquait un petit peu dans ce test là, c'est le côté... communauté conviviale du test. C'est quand le patron est sorti, le patron de la jupe de la jolie girafe qui est sorti, que je me suis rendu compte qu'il y avait Alice du Lapin d'Alice qui l'avait testé, qu'il y avait d'autres personnes que je suis aussi sur Instagram qui le testaient. Et je trouvais ça, c'est pas dommage, mais ça aurait été plus sympa et plus fun d'être en contact tout ensemble. Puis c'est vrai que des fois en discutant entre testeuses, on a des idées et puis ça peut faire évoluer le patron, comme il y a déjà eu sur des tests tricot, ou alors on remonte pas toute la même erreur 15 fois quoi. On voit que l'une l'a fait, bon, déjà nous ça nous évite de la faire si on coud après, et puis ça évite d'avoir 15 fois la même erreur. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on teste, on aime bien trouver des erreurs, parce que sinon on a l'impression de servir à rien. Enfin, en tout cas moi, quand je trouve aucune erreur dans un test, voilà. Tant mieux, c'est-à-dire que la créatrice, la designer a très très bien fait son travail, mais on est en train de se dire, oui, bah, c'est parce que je suis pas passée à côté d'une erreur, il y a forcément une erreur, rien qu'une coquille dans le patron, et on se dit, bon, bah en fait, je sers à rien, quoi. Et
Bah là j'ai remonté des erreurs à Nathalie, mais bon bah j'étais... Je sais pas si j'ai remonté des erreurs que personne n'avait trouvées ou pas. Moi j'aime bien trouver l'erreur que personne n'a trouvée. Je pense que j'ai des petits problèmes d'ego. Voilà mon test, mon test. Et ensuite là j'ai décidé un peu de vider un peu les coutures qui traînent. Donc j'ai fini une couture que j'avais commencé il y a déjà quelques temps et je suis en train d'en finir une autre. Alors, j'ai fini une chemise Sarah, c'est tombé, de Delphine et Morissette du livre des petits hauts, des éditions Mango. Alors, elle n'est pas repassée. Voilà, avec son petit jabot là, froufrou. Donc c'est un livre des petits hauts, où il y a plusieurs créatrices, 5 je crois, 4 ou 5, qui présentent 2 patrons à chaque fois. Moi j'ai craqué sur celui-ci parce que j'ai déjà cousu. Depuis que je l'ai cousu il y a 1 an, c'était pendant le premier confinement, je voulais vraiment m'en refaire une autre. Mais sauf qu'il fallait vraiment que j'adapte le patron parce que les épaules étaient trop courtes, puis il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc c'est entre autres ça qui m'a fait, cette chemise là qui m'a fait vraiment bosser les modifications et les ajustements patron de couture. Et elle, c'est la dernière que j'ai cousue sans mon patron de base. Donc là, grâce au body que je vous ai montré la dernière fois, body chemise de Apolline Pattern, je me suis créé mon patron de base. Alors il faut que je l'affine encore un petit peu. J'ai un peu la flemme de m'y mettre, mais il faut que je le fasse pour qu'il soit vraiment parfait. Et elle, je l'ai cousu avant, donc elle m'a demandé énormément de travail parce que rien n'allait. En fait, j'ai fait des modifications par rapport à cette version de base et c'était une catastrophe. C'était pire après avoir fait mes modifications qu'avant. La ligne d'épaule, alors j'ai pas pris de photo, j'aurais vraiment dû, hein. Au moment où je l'ai essayé, et toutes les modifications que j'ai faites petit à petit, c'était une catastrophe quand je l'ai essayé. La ligne d'épaule était beaucoup trop longue en fin de compte, et comme c'est des manches un peu bouffantes, bon là j'ai enlevé beaucoup de bouffons donc ça se voit plus, j'avais, en fait là ça tombait ici et après ça rebouffait, c'était ignoble. Les pinces poitrine qui sont normalement sur le côté, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, tombaient extrêmement mal. Donc j'avais la pince poitrine ici et j'avais un deuxième pli qui se crée là. Alors j'avais jamais vu ça, je sais pas. J'ai dû tout découdre. Et donc pour les pinces poitrine, donc j'ai raccourci ma ligne d'épaule. Et je suis pas encore hyper convaincue de son endroit. En fait j'ai l'impression que soit elle dépasse, je pense que j'ai des épaules qui tombent. Et en fait la fin de l'épaule et le début du bras sont compliqués à trouver. Ça se voit vraiment quand vous avez des manches bouffantes. Soit ça remonte un peu sur l'épaule, mais je suis un peu engoncée. Soit ça descend et avec le bouffon c'est moche. J'ai pas trouvé encore. Je pense que c'est pas trop pour moi les manches bouffantes. Comme j'ai les épaules qui tombent, je pense avoir les épaules qui tombent. Donc j'ai retravaillé cette ligne d'épaule, donc j'ai en fait beaucoup raccourci. Et puis là, ça pochait énormément, on a toujours le même problème d'avoir trop de tissu dans cette zone-là. Entre ce trop de tissu dans cette zone-là, et mon gros problème ici au niveau des pinces, donc j'ai défait les pinces qui étaient ici, bon là elles se voient plus, et j'ai créé des pinces qui partent de l'emmanchure, un peu comme le haut d'une découpe princesse. Donc comme ça, ça règle, et en plus les pinces n'étaient pas assez profondes, c'est-à-dire que, et je le remarque sur beaucoup de posts Instagram et podcasts couture que je regarde, en général, les pinces sont petites, sont trop petites et la poitrine n'a pas assez de place. Mais même moi, enfin... j'ai un peu halluciné quand je me suis rendu compte que la plupart des pinces que j'ai pu coudre, des pinces poitrine, en fait étaient trop petites. Ma poitrine n'avait pas de place et ça fait, vous voyez là, oh bah là on le voit bien, enfin on le voit bien. On voit que, en fait, quand votre poitrine, quand la pince n'est pas assez profonde, vous avez des traits ici, là, et puis en bas. Et ici, là. En fait là le tissu est tendu ici et vous voyez là les traits ici, ici, enfin les plis ici, ici. Alors ça c'est vraiment caractéristique du fait que la pince n'est pas assez profonde. La poitrine a besoin de plus de place. Donc quand je dis qu'une pince n'est pas assez profonde, c'est qu'elle n'est pas... Donc votre pince elle est comme ça là sur votre tissu, ça elle est petite. Et plus elle s'élargit, plus elle est profonde. C'est pas en termes de longueur. C'est en termes de quantité de tissu qui vont se replier, qui vont se retrouver pliés dans la pince. Donc si vous avez ces problèmes-là, il faut modifier les pinces en les faisant plus larges.
Et donc rajouter de la hauteur puisque vous allez manger plus de tissu dans la pince. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Excusez-moi. Je suis pas sûre d'être très claire. Hein. Alors, est-ce que j'aurais des pièces là? Ça c'est quoi? Ça c'est le dos. Ça vous intéresse pas tout de suite. Ça c'est la manche. Le devant. Alors, oups. Bon, et en plus vous verrez un peu les modifications que j'ai faites. Donc la pince elle est là, normalement. Et quand je dis que votre pince est assez profonde, il ne faut pas la continuer plus loin, parce que alors là elle va dépasser la pointe du sein, donc l'apex. Il faut pas qu'elle... Alors l'apex c'est la... Si je me trompe pas de terme, c'est le point culminant de la poitrine. En gros c'est le téton. C'est vraiment là où tout le... C'est à partir de ce point que le volume va se créer. Donc il ne faut pas que le bout de votre pince arrive au niveau de l'apex, il faut qu'il arrive avant. Parce que ça crée du volume, et sinon ça décale le volume. Voilà. Donc c'est pas en termes de longueur, c'est en termes de hauteur ici. Donc si vos vêtements font des plis comme je vous viens de vous le montrer, en fait il faut refaire un trait un peu plus haut ici et un peu plus bas ici. Comme ça vous allez avoir plus de tissu. Et donc comme vous mangez par exemple 0,5 ici, 0,5 ici, il faudra peut-être ajouter 0,5 à l'emmanchure et 0,5 en bas pour que les coutures soient équilibrées et que vous puissiez, pour que ça puisse correspondre. Voilà. Donc j'avais ce problème là qu'on voit sur celle-ci et puis le fait que ça plissait là tout sous l'emmanchure. Donc j'ai décalé mes pinces ici là. Alors je les ai fait mais totalement à l'arrache. J'ai pointé mon apex. En fait je l'ai fait sur la chemise. Donc j'ai défait la pince de côté. Je me suis mis la chemise sur moi, j'ai épinglé et après j'ai tracé sur le tissu, j'ai défait mes épingles et j'ai reporté sur le patron pour pouvoir faire à peu près la même chose de l'autre côté. Voilà. Mais en fait j'ai plusieurs tracés, au début je l'avais tracé ici ou ici, je ne sais plus lequel j'ai fait et ça allait pas du tout. Mais j'ai même 3 tracés si vous regardez. Là j'en ai un ici qui allait pas, un ici et un ici, donc je pense que c'est celui-ci qui est beau. Voilà. Donc là j'ai tout modifié les pinces poitrine et c'est vrai que dans mes... Pourquoi il me dit que j'ai plus de batterie alors que je suis en train de le charger? Dans mes soucis morphologiques, c'est vrai que basculer les pinces de côté en pinces d'emmanchure, c'est vraiment une solution auquel il faut que je pense plus régulièrement. Ça permet de résoudre, la pince poitrine qui est pas assez profonde souvent, et 2, mon surplus de tissu dans toute cette zone là. Ça m'a demandé beaucoup de travail parce qu'en fait je les ai refait, comme vous voyez sur le dessin, je les ai refaites au moins 3 ou 4 fois, sachant qu'avant j'avais épinglé, je cousais et bref ça m'a demandé énormément de travail. J'ai retravaillé aussi l'emmanchure que j'avais mal dessinée, dans le dos aussi en fait. Si je veux porter une chemise vraiment ajustée, il faut que j'oublie les pinces poitrine côté, il faut que je les mette dans l'emmanchure. Ça me permet vraiment d'affiner beaucoup plus précisément la coupe du vêtement et les surplus de tissu. Alors quand j'ai une chemise un peu plus loose, on s'en fiche un peu, mais les chemises ajustées, c'est sûr qu'il faut que je bascule les pinces côté dans les emmanchures. Ou que je fasse des découpes princesse. Voilà, allez ici. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai changé? Je sais plus trop ce que j'ai changé. Les lignes d'épaule et puis les emmanchures. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Mon petit kiff, ça a été tout le froufrou là, je l'ai ourlé d'un point festonné sur ma machine à coudre. Ensuite je me suis mise à découper tous les petits festons. Mais j'adore. Alors est-ce que j'arrive à vous le montrer? Je suis trop fan du rendu. Voyez, et je trouve que là le jabot il tombe pareil comme sur celle-ci. Pourtant j'ai essayé de mieux répartir. Mais non, là vous voyez ça... En fait, je pense que... là c'est pris donc dans la couture d'épaule et dans la couture du col. Je pense que dans cette zone-là, il faut presque pas faire de fronce, ou je sais pas. Vous voyez, ça... Elle a été lavée 2-3 fois déjà la chemise, hein, donc là c'est vraiment... Et elle est pas repassée, hein, elle a séché comme ça. Voilà, j'ai mis des petits boutons gris qui traînaient dans mon stock. Le tissu est fantastique, regardez comme il est beau. C'est un tissu sous le figuier Fabrics. J'en ai déjà cousu un. En Reina de Polinalis sans manche. Et j'en ai encore un autre.
en fond gris foncé. Elle fait que des petites fleurs comme ça. Ah, elle a fait aussi des plus petits depuis celui-là. Il est ocre, rose, bleu sur un fond gris clair. C'est pas un fond blanc, hein, il est gris clair le fond. Il est super beau. C'est un coton, une petite popeline de coton qui se très légère, qui se coud très bien, qui prend bien au fer. Alors là, vous voyez, je l'ai mis à sécher comme ça. Bon, en vrai, elle mériterait un petit coup de fer à repasser, mais bon, c'est une popeline. Et je porte ça avec mon gilet vitamine D en rose de By Night. Et ça rend super bien, ça rappelle le rose là, des petites fleurs. Il est vraiment beau ce tissu, très très joli, très bonne qualité. Si vous cherchez des petits tissus un peu vintage, rétro, à petites fleurs et tout, bah vous pouvez aller chez elle. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà ce que j'ai cousu de fini. Et là, je suis en cours. Alors j'étais arrêtée dans mon élan en cassant une petite pièce de la machine à coudre. Pareil, c'est une vieille couture, un truc que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Je crois que j'ai coupé le tissu il y a 1 an. J'ai assemblé pendant le confinement. J'ai brodé cet été. Et ça en était là. Je vais y arriver sous mon empilement de trucs. Alors en fait c'est... dans quel sens aller ? Une chemise, comme c'est étonnant, alors c'est la Jeanne de Ready to Sew. Donc c'est une chemise qui a un petit twist en bas. Bon alors là il n'y a pas de bouton, il n'est pas épinglé, alors il ne ressemble à rien. Je vais au moins épingler le haut pour que ça ressemble à quelque chose. Et j'ai même pas enlevé le... Je trouve bazar, c'est une catastrophe. Hop, puis peut-être trouver un petit cintre. Ce sera plus pratique. Donc c'est une chemise que j'ai déjà cousue 2 fois. Le patronage de cette chemise est dingue. Vous avez une pièce pour le corps et le devant. Enfin, vous avez les manches. C'est une forme très particulière. Et en fait, vous avez donc... ça y est, une pièce un peu comme ça, un peu en biais. Et après, vous twistez et vous les remettez comme ça. Et vous cousez les épaules. En fait, il faut faire une couture dans le dos et une couture pour les épaules. Il n'y a pas de couture de côté. J'adore ce patron. Je le porte pas mal. Le seul problème, c'est qu'il est court dans le dos. Vous avez vraiment le bas du dos. Voilà. Donc là, je l'ai épinglé ici. Donc vous avez ce petit col qui est absolument adorable. J'adore ce petit col. Après en fait vous avez, alors là en fait comme j'ai la broderie on ne voit pas grand chose, là tout là vous avez une patte de boutonnage qui part en biais et là vous voyez le twist ici. Donc en fait on peut passer, alors avec ma broderie on voit pas grand chose, on peut passer la main là dans le twist. Et après vous avez le dos avec sa couture là. Donc moi j'aime bien faire une belle couture ici, rabattue, type jeans, couture anglaise, boum, vous voyez. Et en fait le dos, en fait avec le poids du twist devant, donc le tissu, le vêtement a un peu tendance à plonger en avant, bon ce qui me dérange pas puisque d'habitude chez moi il plonge en arrière, mais en fait le devant est donc assez long et le dos, comme le vêtement bascule un peu en avant, est vraiment limite. Et puis alors dès que vous vous penchez on voit tout votre dos jusqu'aux omoplates, c'est pas très agréable, surtout l'hiver. Donc j'ai essayé sur ce patron de modifier le dos. Alors je sais pas si vous verrez mais là il est légèrement incurvé. Normalement il est vraiment droit comme ça là. Il est droit et moi j'ai essayé légèrement de l'incurver. Vu le patron c'est vraiment pas évident parce qu'en fait on est dans des courbes. Et j'ai vraiment galéré pour les ourler. Alors on va essayer de ranger un peu le bazar. Parce que en fait je vais jamais m'en sortir sinon. Je vais essayer de vous montrer sur la pièce de patron. En fait on est sur 2 courbes qui s'inversent. Donc ça c'est une modification que j'ai faite. Alors ça c'est bon. Alors la Jane. J'espère que vous allez pouvoir voir. Je ne supporte pas ma nouvelle coupe de cheveux, elle est beaucoup trop courte. Alors, cette pièce de patron ne ressemble à rien. Enfin, quand vous la voyez, vous dites
qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc ça, donc là vous voyez c'est les emmancheurs par exemple avec l'encolure devant et l'encolure dos. Et là, non ça c'est l'encolure dos. Ce que j'ai fait un rajout là en dessous. Et en fait comment vous expliquer? Vous voyez là. Donc là on va être sur le devant. Là ça tourne. Et normalement. Vous voyez, ça fait ici un truc tout plat. Et là, c'est le milieu dos ici. Et donc moi, j'ai voulu rajouter ça et tout ça en hauteur de plus. Sauf que quand vous faites votre ourlet, vous êtes dans une contre-courbe ici. J'ai vraiment galéré et c'est vraiment pas très joli. Donc, est-ce qu'il faudrait que je le reprenne plus ici? Je sais pas. Bon, je sais pas si vous comprendrez grand-chose à tout ça. Ce patron est tellement... Le patronage est tellement particulier. En fait, j'ai vraiment galéré. C'est particulier parce que ce patron est particulier. Alors, il faut un tissu entièrement réversible parce que vous le twistez. Donc, en fait, vous avez un côté où c'est l'endroit et un côté où c'est l'envers du tissu, sur le devant et sur le dos. Donc là, par exemple, c'est l'endroit et là, c'est l'envers. Et pareil, endroit, envers ou l'inverse. Bon, il faut vraiment un tissu. Donc, déjà, de base, vous n'avez pas beaucoup de. J'aurais dû enlever ça là, c'est vraiment galère, on voit rien. Je peux le décoller un peu. Et donc là par exemple vous faites un énorme ourlet qui part d'un devant, qui descend, qui fait tout jusqu'au milieu dos et un autre de l'autre côté. Et il se retrouve en bas du milieu dos. Donc par exemple là vous voyez j'ai l'ourlet ici, j'ai le rentré à l'intérieur. Après il part ici dans le twist. Et là vous voyez ici là, je sais pas les bras assez longs, j'ai un twist. Ce qui fait que dans le dos, le rentré est à l'extérieur. Là, le twist, il est là. Tac. Pourquoi je vous raconte ça? Pour dire que c'était chiant à faire. C'était vraiment chiant. Ça fait des courbes et des contre-courbes et j'ai vraiment galéré, quoi. Et en plus, on peut même pas se dire c'est pas grave, c'est l'envers, si c'est moche. Bah non, puisque l'envers, il est visible. Donc, j'ai quand même fait un peu des... J'essaie de regarder si on voit un peu mes... Oui, là, en fait, ici, j'ai pas réussi. Donc là, je suis sur l'envers en droit, hein, c'est un peu particulier. J'ai un pli. Il est où mon pli? Il est là. Là, j'ai pas réussi à résorber le trop de tissu. Parce que quand vous faites un ourlet dans des zones courbes, comme un bas de chemise, comme ici là, moi à l'intérieur, j'ai toujours des endroits, là, je sais pas si vous voyez, où il y a un surplus de tissu. Donc ça fait un... J'ai des plis. Bon, je m'en fiche, c'est l'envers. Mais quand c'est l'envers, on passe à l'endroit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je me dis, je suis en train de réfléchir à machin. En fait, il faudrait que je fasse un ourlet en bien rapporté. Bon, je ne sais plus ce que je racontais. Je crois que je vous parlais du dos. Je l'ai pas encore vraiment essayé, donc je sais pas si le peu que j'ai rallongé suffira. On verra. Donc j'avais cousu tout ça. Et après, je me suis décidée à mettre une petite broderie dessus. Donc j'ai coupé le tissu en janvier dernier, j'ai dû le coudre pendant le premier confinement, j'ai dû le broder cet été, puis depuis c'était un peu au point mort. Donc j'ai... Alors... La broderie, elle est issue d'un cours artisan. Broder les fleurs, je brode des fleurs avec Martine, niveau 2 ou 3. Et en fait, en gros, c'est un petit losange que j'ai continué tout le long. Voilà, je voulais vraiment un truc, donc ça commence sous le col, et puis ça termine... Ça termine dans le petit... ouais, ça termine dessous, comme si ça continuait vraiment tout le long, quoi. J'ai toujours pas enlevé le solufix. Donc un petit marron foncé, et puis des petits points de poste, je crois. Voilà. Donc ça suit la pâte de boutonnage. Comme ça, vous voyez bien la pâte de boutonnage. Bon, je pense que ce sera joli, on va voir. Toujours pas enlevé, non, je suis toujours pas occupée. Donc il me restait à faire les manches. Donc je m'y suis remise hier ou avant-hier. Et donc en fait les manches sont courtes aussi sur la Jane. Donc je voulais les rallonger. Donc quand j'ai coupé, je sais pas pourquoi, j'ai oublié d'en rallonger une sur deux. Donc j'ai rajouté un bout de tissu là. Non mais je vous dis c'est vraiment du bricolage. Donc là j'ai une fente de fête. Et bah l'autre je suis en cours mais j'ai cassé la machine avant d'avoir fini.
Voilà. Ça fait une demi-heure là que j'ai coupé, je sais plus tout ce que je racontais. Je préfère broder une fois que le vêtement est cousu. Même si c'est un peu compliqué parce que vous voyez, des fois on est au bord du tissu comme ici. Ou là quand on a les pièces de colle et tout. Mais je trouve que on place plus facilement le dessin de la broderie. J'ai déjà brodé avant de coudre et à la couture c'était un peu particulier. Donc déjà il faut faire attention quand on coud et en plus là il faut faire encore plus attention au dessin de la broderie pour qu'il soit bien placé. Voilà, là au moins je peux le mettre au bord, c'est plus simple quoi. Vous voyez là j'ai des points qui sont assez proches, donc ça c'est mon envers. J'ai des points qui sont assez proches du bord, ça m'a pas pesé de... Je trouve ça plus simple. Donc il me reste à peser les manches et les poignées de manches, 1 ou 2 boutons et elle sera finie. Donc voilà, je vais tester ma réparation après le podcast pour voir si ça fonctionne et elle devrait aller vite. Bien que j'aime pas monter les manches quand l'emmanchure est fermée, je préfère les monter à plat. Bon, je devrais y arriver. Le tissu, c'est une double gaze camel de France du Valstala qui est vraiment... Bon, je l'ai pas porté mais à la couture, elle est vraiment de bonne qualité. Il se déforme pas trop, il est assez épais, il est très doux. Il est pas trop... Enfin, c'est pas une double gaze qui est trop froissée, vous voyez. Et puis alors là, ça fait des mois qu'elle traîne en boule dans un coin. Elle est pas plus froissée que ça. Hein. Voilà. Ma Jan Ready to Sew. Je m'oblige à finir ça avant de commencer un autre projet. Et l'autre projet, je sais déjà ce que c'est. Je vais fignoler mon patron de base, donc j'ai regardé les petits points là, en fait j'ai encore un petit peu trop de tissu là ici qu'il faut que j'enlève, rebidouiller encore très légèrement mon patron de base et je vais me faire une chemise dans ce coton un petit peu épais. C'est une toile de Jouy tropicale que j'ai acheté chez les cotons de Léon, là où j'avais acheté ma viscose fleurie où j'ai fait une jupe I Am Cindy dedans. Que je vous montrerai à l'autre podcast. Voilà, je vais acheter ces 2 tissus. Voilà, donc une toile de Jouy tropicale. Le coton est un peu épais. Hein, je trouve qu'au bruit ça s'entend. Donc je vais faire une chemise de mon patron de base, chemise, et je vais... en fait j'ai acheté le patron Jouy, hein, comme la toile Jouy de Delphine et Morissette. J'adore ce col. Donc en fait je vais adapter ce col sur mon patron de base. Voilà. Ça fait un peu cher le col, mais en même temps ça permet de soutenir un peu les créateurs. J'adore ce qu'elle fait en plus, j'adore tous ces patrons, donc bon bah écoutez, voilà. Et je pense que je ferai ça à l'avenir, j'ai mon patron de base qui va m'aller, j'achèterai les patrons qui ont des détails, enfin quelques patrons qui ont les détails qui me plaisent, et après bah, je mixerai, en gros je prendrai mon patron de base et je rajouterai les éléments du patron qui me plaît sur mon patron de base. Parce que en plus, non mais vous allez dire que je suis vraiment tarée. Sur Instagram, on met des hashtags à la fin des posts. Et c'est vrai que ça permet d'apporter une autre visibilité, de gagner peut-être quelques abonnés, un peu plus de likes. Et on va parler des choses franches, hein. On aime bien quand nos photos elles ont plein de likes forcément, et des nouveaux abonnés, et des commentaires, et tout ça. Et je me dis, bah, avec mon patron de base, je vais perdre une bonne partie des hashtags. Je serai plus retrouvée entre guillemets. Et c'est un petit peu dommage. Je pense que je peux perdre un peu en visibilité, même si, bon, c'est un bien grand mot vu le nombre d'abonnés que j'ai sur mon compte. Mais voilà, ça me travaille. Donc je me suis dit, bah voilà, si j'achète le patron et que j'utilise des éléments du patron sur mon patron de base, je peux quand même utiliser les hashtags. C'est pas trop... en précisant bien dans le post Instagram que j'ai un patron de base sur lequel je rajoute des éléments. Bon, voilà, c'est un peu mon questionnement du moment. J'ai vraiment des problèmes métaphysiques high level, hein. Ouais, c'est un peu catastrophique. Oui, on se dit tout dans ce podcast, c'est comme ça. Voilà, donc après ma Jane, c'est ce coton toile de Jouy tropicale, la chemise Jouy de Delphine et Morissette. Et je pense que ce sera vraiment très sympa, avec un petit pull, le petit col là qui dépasse à froufrou avec sa toile de Jouy. Je l'imagine très bien. Et en plus les toiles,
le Coton de Léon a mis là en story il y a pas longtemps des doubles gaz à fil lurex. Plutôt canon. Mais ma bonne résolution depuis plusieurs mois, parce que j'ai un stage de tissu qui déborde, c'est je n'achète un tissu dans une boutique que quand j'ai déjà cousu tous les autres tissus déjà achetés dans cette boutique. Je sais pas si je suis très claire. Donc là par exemple, j'ai cousu la viscose mais j'ai pas cousu ça. Donc avant de commander les doubles gaz à fil lurex, il faut que je couse ce coupon. Et avant de faire ma prochaine commande Strager, il faut que je couse tous les tissus que j'ai déjà achetés chez Strager. Alors là je dis je vais pas commander avant 2 ans. Même s'il y a des beaux Liberty là, qui m'appellent, mais non. Voilà, c'est ma résolution parce que je sais que je peux pas me dire j'arrête d'acheter tant que j'ai pas cousu 20 coupons ou tant que j'ai pas enlevé la moitié de mon stock. C'est pas réaliste, je le ferai jamais. Mais déjà de me dire marque par marque, boutique par boutique, je trouve que ça va être plus simple à gérer. Et là je me dis bon j'ai un coupon de tissu à coudre avant de pouvoir en acheter un autre. C'est le deal que je me suis fait avec moi-même et pour l'instant ça fonctionne. En essayant de finir Pâtés en cours qui traîne depuis quelques temps au passage. Mais écoutez ma bonne dame, bon monsieur, je crois que c'est tout pour la couture, c'est déjà pas mal, hein. Je pensais que ça allait être torché en 10 minutes, mais comme d'hab je parle trop. Mais bon, quand il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Hein. Et bien on va passer au tricot. Alors le tricot, je vous avais montré la dernière fois un pull que j'avais commencé, qui est le pull Suzette de Tricodio, un livre de Laine Amoureux avec 12 designers. Donc c'est ce livre là de la couverture. C'est un pull cropped ou pas, il y a deux, enfin, vous pouvez le rallonger facilement ou pas, avec une belle torsade. Très très jolie torsade. Et dans une laine DK je crois. J'ai les garçons qui sont rentrés à la maison, je trouve que ça fait un petit peu de bruit. La vraie vie les gens on a dit. Alors, j'en ai des choses à dire sur ce pull. La laine, sur la laine et sur le patron. Voilà, c'est de la DK. J'ai pas de DK en stock. Je n'en tricote pas d'habitude. Mais j'avais cette laine de Cascade Yarns depuis très longtemps que j'avais racheté à Solène Grimouton, qui est la Ecological Wool en gris clair. Je pense que c'est plus de la worsted, voire Aran. Mais je me connais assez mal en grosse laine, donc je ne peux pas vous l'affirmer. Mon échantillon était trop grand, petit. Bref, la laine était trop épaisse. Donc je pars sur la plus petite taille. Et j'avais encore 4 mailles en trop. Pour atteindre les dimensions, le tour de poitrine, genre 100 cm, donc j'ai tricoté mon échantillon. J'ai vu que pour 10 cm, il me fallait, je sais pas moi, 15 mailles. Ensuite, j'ai regardé le tour de poitrine que je voulais dans le patron, 100 ou 105, je ne sais plus. J'ai calculé le nombre de mailles avec mon échantillon que je devais tricoter pour atteindre ces 105 cm. Je suis tombée sur 200 mailles. C'est ça. Et j'ai regardé la plus petite taille. Après, je regardais en termes de nombre de mailles, quelle taille correspondait avec mes 200 mailles. La plus petite taille correspondait à 204 mailles. Donc je suis partie sur les explications de la plus petite taille en largeur, pas en hauteur, avec 4 mailles en moins. Donc j'ai enlevé, je vous avais expliqué ça dans l'autre podcast, 2 mailles dans ce panneau de mailles en vert et 2 mailles ici. Donc j'ai le dos qui fait 100 mailles. Et le dos... Enfin, bref, j'ai enlevé les 4 mailles en trou ici. Donc en fait, mon devant a 4 mailles de moins que mon dos. Voilà, donc j'ai tricoté ce pull. Une manche, un col. Et voilà. Et c'est un peu le drame. J'aurais pu le finir, hein. Il aurait largement pu être fini. Ça monte quand même vite. Je vais vous parler de la laine tout de suite. Le drame, c'est que je pense que la laine est trop épaisse. Elle est trop serrée dans mon échantillon, elle n'a pas la place de se vivre, de se laisser vivre. Et quand je l'ai porté, je vous mettrai la vidéo bien sûr, le pull est hyper raide. Et en fait, je me suis même mis des stories sur Instagram, en fait le pull tire debout tout seul. Alors il faut que je le tasse un petit peu, il faut que je le mette en place un peu, mais il tient debout. Quand votre pull tire debout tout seul, c'est qu'il y a un petit problème. Donc j'étais un peu blasée. Et en plus quand j'ai fait le col, ça allait pas. En fait c'est quand j'ai monté la manche, je l'avais essayé avant de monter la manche, je me dis bon ça va le faire. Et avec la manche montée, en plus elle est trop fitée la manche, un peu trop fitée je trouve. Voilà, donc en fait je me suis dit, donc c'était il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'arrête.
Je vais le bloquer, voir si ça va permettre de détendre la laine. Et si la laine au blocage se détend et ça devient un peu plus souple et un peu plus portable, bah, je finirai le pull. Et si ça reste pareil, bah, je vais tout détricoter et puis il faudra que je le fasse autrement. J'adore ce pull, hein. J'adore cette torsade, le petit côté cropped et tout. Mais vous voyez là comment elle se place, enfin, elle est rigide. Donc s'il y a 3 semaines, je ne l'ai toujours pas bloqué. Ça m'a tellement dégoûtée que j'ai mis de côté et je suis partie sur un autre projet. Sachant que j'avais pas assez de laine, il me reste... En fait j'avais un énorme écheveau de 250 grammes. Je vais tout tomber. Un énorme écheveau de 250 grammes et un reste. Que j'avais tout acheté à Solène, elle avait tricoté un truc elle avec. Et donc de tout ça, il me reste ça. Je suis même pas sûre, ma manche est trop fitée, je suis même pas sûre que je pourrais la retricoter un peu plus large vu le peu qui me reste. Et ensuite j'avais dans les placards ce reste là. C'est de la Gilliatt de Derero Natura, je crois, ou de la Ulysse. Bon, c'est une grosse laine, colorée poivre et sel que j'avais tricoté pour faire une couverture de naissance pour mon deuxième. La couverture en vol, qui est très jolie. Elles se ressemblent, elles sont à peu près de la même taille, la même grosseur, mais bon, en vidéo ça se voit vraiment bien. C'est pas exactement la même couleur. Donc j'ai fait le col avec. Ça c'est la Gilliatt et ça c'est la Cascadiard. Ouais, il y a une très légère différence de bain, mais je me suis dit ça va me permettre de vider mes stocks de laine qui prennent de la place et qui servent à rien. Et en plus, ça me permet de faire un pull quoi. Donc l'idée, donc là j'ai fait tout le corps et une manche avec la Cascadiard et c'était de faire l'autre manche et le col avec la Gilliatt. Il y a une légère différence de bain, sincèrement ça ne m'empêcherait pas de le porter. Franchement, au porter avec un col de chemise et tout, pas de problème. Mais j'ai souci de pull trop rigide. Donc là, c'est en attente. Voilà. Et donc, si ça va pas, il faudra que je trouve un autre projet. Je me demandais si je ferais pas du même livre les gilets de Aurélie Lapoule, qui sont pour le coup en très grosse laine. Bon, j'aurais préféré un pull en fait, c'est pour ça. En fait, je crois que je préfère le gilet de l'ado. Mais je pense que je peux exporter les tailles de l'ado, rajouter une taille de plus parce que l'ado, ça va. Les tailles, bon, on sait pas trop ce que c'est. Tour de buste, ça c'est les adultes. Ça, les petits. Ça va jusqu'à 16 ans, tour de buste 110. Alors, elle recommande une aisance de 20 à 22 cm. Je fais 90 de tour de poitrine. Donc en fait, le saison avec 110 de tour de buste, je rentre dedans. J'aurai 20 cm d'aisance. En plus, je pourrais même partir sur le 14 ans qu'à 104 de tour de buste. Après, il y a juste à rallonger les hauteurs de buste et puis ça passe crème quoi. Donc je me dis, est-ce que je ferais pas ça? Faut que je calcule si j'ai assez de laine. Ouais, l'être cut en chunky, 14 mailles carrément pour 10 cm. Alors super, je vous montre pas le livre, mais et l'autre c'est pareil, c'est aussi c'est le même 13 mailles. Mais j'aime bien en fait, il a des grosses torsades. Voilà. Au pire, je ferai ça avec cette laine. Je pense qu'il faut que je regarde si j'ai assez de métrage. Mais je pense que c'est un gilet court. Comme c'est un gilet, en fait on gagne quand même tout ça de laine par rapport à un pull. Il se croise un petit peu là devant. Ça pourrait le faire. Un petit gilet court pour porter sur des robes. Bon, voilà. Donc lui, il est à l'arrêt. Et surtout, il faut que je vous parle du patron parce que... Je suis désolée, hein, mais... Quand ça va pas, ça va pas. Alors, en fait, le patron est plutôt bien jusqu'à la séparation. Donc, on le tricote en rond. C'est que des rangs en droit. Bon, sauf que là, hein, c'est des mailles en vert et le dos, c'est des mailles en droit. Donc, on a un panneau de torsade avec une grille qui nous explique les torsades. Pas de souci. On le fait. Il y a des petits manques dans le patron. Par exemple, ils disent reportez-vous page temps, puis en fait page temps, il n'y a rien. Bon, c'est pas très grave, on s'en sort quand même. Je sais plus, alors ça fait 3 semaines que j'ai pu le tricoter, donc voilà. Bon, je sais que j'ai remarqué des petits machins, mais à part ça, le panneau de torsade est vraiment... Moi, je suis super fan. Voilà, donc il faut savoir que ça, on les fait tous les X rangs. Et ce qui a son importance, c'est que c'est un nombre de rangs impair ici. Genre tous les 5 ou 7 ou 9 rangs, je sais plus. Elle, voilà. Et en fait, ces petites torsades là, vous voyez ici, celle-là, là, c'est tous les rangs.
normal. Vous me voyez venir? Non, moi non plus, je me voyais pas venir. Ok, donc on tricote en rond une certaine hauteur, pas de problème. Après ils disent vous séparez et vous continuez le devant en aller-retour. Ok, pas de problème, comme d'hab. On parle du bas jusqu'en haut, hein. Je n'ai pas dit ça, un bottom-up. Et le dos, après, quand vous aurez fini, bah, vous ferez le dos en aller-retour. Pas de problème. Je tricote. Et là, en continuant, bah, notre torsade, bien sûr. Je tricote mon rang en droit. Je fais mes torsades. Et je commence mon rang envers. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai des torsades à faire sur le rang envers. Bah oui. Ces torsades-là, qui sont tous les rangs. Bah, quand vous tricotez en rond, vous en fichez, c'est toujours le même rang. Mais quand vous êtes en aller-retour, vous le faites sur les rangs droits et sur les rangs envers. Joie et bonheur. Et celles-ci qui sont sur un nombre impair de mailles, de rangs, une fois sur un rang envers, une fois sur un rang droit. Alors, je ne sais pas vous, je n'ai peut-être pas une très grande expérience en torsade. Je n'avais jamais tricoté de torsade sur des rangs envers. Et surtout, ce qui m'a vraiment saoulée, il n'y a aucune grille d'explication pour les torsades en aller-retour. Aucune grille. Plus d'une heure après, ça va être le podcast qui va me tenir toute la journée. Bref, on doit être tranquille un petit temps. Je crois que je vais vous parler du panneau de torsade qui se faisait donc en aller-retour. Donc en fait, dans le patron, il dit juste, bon bah, après X cm, séparer les devants et le dos. Et puis ensuite, ils disent le devant est maintenant travaillé en aller-retour, toujours selon le diagramme, jusqu'à obtenir X cm. Ok, mais en fait le diagramme il est fait pour tricoter en rond. Il est pas fait pour être tricoté en aller-retour. Donc en fait c'est un peu... c'est pas compliqué, mais vous savez les diagrammes, je vous en mets un tout petit bout. Voilà, un point c'est une maille en vert, pas de... donc c'est plein de petites cases. Dans les cases où il y a un point, c'est une maille en vert. Dans les cases où il n'y a pas de point, c'est des mailles en droit. Sauf que quand on tricote un aller-retour, un rang c'est une maille en vert, l'autre rang c'est une maille en droit. Donc il y a quand même un petit diagramme, il change quand même un petit peu. Et puis surtout, faut faire des torsades sur les rangs en vert, ce que je n'avais donc jamais fait. Donc la première fois, je m'y suis repris à 3 fois avant d'y arriver, parce que les torsades, donc c'est juste le principe, on enlève des mailles de l'aiguille, et puis après on tricote celle d'après. On les met soit devant, soit derrière, on tricote celle d'après, puis après on retricote celle qu'on avait mis en attente. Sauf que quand vous faites une torsade sur votre rang en droit, vous voyez, si vous devez passer, vous vous référez aux torsades d'en dessous pour regarder dans quel sens tourne la torsade, et puis vous faites vos mailles en vert, vous tricotez vos mailles en vert, et puis ça va. Quand vous les faites sur un rang en vert, enfin mailles en droit, les torsades sont sur des mailles en droit, entourées de mailles en vert. Quand vous êtes sur le rang en vert, je vous le retourne, ça donne ça. Donc vous tricotez vos mailles en droit, et après vous arrivez sur des mailles en vert. Et donc moi je devais à chaque fois retourner le tricot pour voir dans quel sens je les faisais. Et je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire, donc comment je les prends, machin, enfin bref. Ça m'a pris la soirée entière, ça m'a saoulée de chez saoulée. En plus, ce qui m'a vraiment énervée, c'est que... Alors ok, ces petites torsades là, il faut les faire tous les rangs, donc la designeuse, c'est Loli la fait design, n'avait pas le choix. Mais ces torsades là, qui soient sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs, ça change rien. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de les faire sur un nombre impair de rangs? Ça, franchement, je ne comprends pas. Donc on se retrouve avec une fois sur un rang droit, une fois sur un rang envers. Et ça m'a saoulée. Elle aurait pu, au lieu de faire tous les 5 ou 7 rangs, les faire tous les 6 ou 8 rangs. Ça aurait toujours été sur des rangs droits. Donc j'ai trouvé ça... j'ai l'impression en fait que le patron n'a pas été testé. Donc je lui ai écrit pour lui expliquer le truc, je dis écoutez, il n'y a pas de tableau de torsade pour les rangs aller-retour, on ne sait pas, on est lâché dans la nature. Enfin moi le soir je tricote, j'ai pas envie de réfléchir pendant 107 ans à comment je dois faire mes torsades. Surtout qu'il n'y a aucune indication dans le patron qui explique que, attention, vous passez en aller-retour, un rang sur 2 sera à l'envers, donc les mailles en droit seront en vert et les mailles en vert seront en droit. Il n'y a aucune indication, donc en gros, je pense que, je sais pas, s'il y a des nanas qui n'ont jamais fait de torsade de leur vie ou qui commencent ce pull avec un niveau de tricot un peu bas, vont suivre la grille, sauf qu'elles vont se planter. Déjà, là, elles vont faire du point mousse, et puis les torsades, elles ne ressemblent à rien, enfin,
c'est pas possible pour moi. Donc je lui ai écrit, elle m'a répondu très vite pour me dire que ça avait été un choix de l'éditeur d'enlever la grille de torsade en aller-retour. Mais qu'à part ça, elle espérait que le tricot restait quand même une expérience positive, et si, et ça, machin. Bah ouais, en fait, c'est entre autres pour ça que j'achète pas de livres, je pense, de tricot, c'est que les choix de l'éditeur, entre guillemets, bah en fait pénalisent un patron. Je pense que si elle avait sorti seule, enfin toute seule ce patron, bah il aurait été testé, ça aurait été remonté et elle aurait rajouté la grille. Même pas mettre une phrase pour dire attention, vous passez en aller-retour, ça ne se fait plus exactement de la même manière. Ça me paraissait quand même pas dingue. Je suis vraiment déçue sur ce point-là. C'est comme si vous aviez un panneau de dentelle en rond et en aller-retour sans aucune indication de comment ça se faisait en aller-retour. Donc ça m'a vraiment démotivée. Entre autres. Voilà, donc de toute façon, soit ce pull va avec cette laine et je l'aurai, soit je le détricote et je le referai dans une autre laine. Je veux quand même ce pull, j'aime beaucoup ce panneau de torsade, c'est une coupe boxy, il est simple, il est basique, mais il est bien. Donc je le referai. Le fait qu'il n'y ait pas d'explication pour les torsades en aller-retour, c'est vraiment chiant sur le coup, mais ça m'empêchera pas de le retricoter s'il faut que je le retricote. Mais ça me paraît être quand même... Et il y a eu peut-être 2 ou 3 filles qui l'ont tricoté sur Instagram, mais elles en ont jamais parlé. Enfin, je me dis, mais enfin, c'est quand même un peu énorme, quoi, comme truc. C'est pas un détail de il manque une maille à un moment dans un décompte de rente. Vous avez quand même toute cette hauteur-là où vous tricotez un aller-retour sans aucune explication. Enfin, moi, je trouve ça fou. Je suis peut-être chiante, je suis peut-être pointilleuse, j'abuse peut-être, mais ça me paraît pas normal. Voilà. On devrait lancer les paris sur le nombre de pouces en bas que je vais avoir sur cette vidéo. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le pull Suzette. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le résultat final, mais le process. Donc j'imagine que pour la version homme, ça doit être pareil. Hein. Il ne doit pas y avoir de grille de torsade là. Voilà. Donc tout ça mis ensemble. Ben voilà, il dort dans un coin. Ça fait beaucoup quand même pour un seul pull. Hein. Entre la laine qui est trop grosse, j'ai pas toute la même couleur, et il y a des bugs dans le patron, ça me... J'avais repéré un autre bug, alors c'était il y a 3 semaines, il faut que je me rappelle. On sent que le livre a manqué d'une vraie relecture et puis que les patrons n'ont pas été testés. Oui, par exemple, au début du corps, bon, j'abuse vraiment, mais bon, quand même. Au début du corps, ils disent tricoter le devant selon le diagramme, voire page, et il y a XX. Ils ont pas mis le numéro de page. Voilà, vous tournez 2 pages et vous tombez sur le diagramme. On est grand, on est autonome, on peut y arriver, mais c'est des détails qui montrent que... Alors, si le livre a été relu, il n'a pas été relu comme il fait. C'est un petit peu dommage. Et je tiens quand même à préciser que dans ce livre, il y a une autre grosse erreur. En fait, il y a un gilet qui est proposé en stick. Donc en fait, le principe, c'est pour les jacquards. Vous tricotez le jacquard en rond, en prévoyant des mailles centrales qui vont gicler. Et à la fin, donc ça c'est celui-ci, et à la fin, vous faites un truc, une technique qui s'appelle le stick, vous sécurisez vos mailles et vous coupez la laine pour avoir un gilet. Après, vous mettez un biais pour cacher les laines coupées, vous relevez des mailles pour faire les côtes, et puis voilà. Donc il y a un gilet en stick qui est très beau, que j'ai vraiment envie de me faire. Et ils disent pour le stick, où est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu quelque part. Voilà, à la fin, ils disent finition. Ici, ils disent renforcer le stick, puis couper au centre, comme indiqué dans la partie technique. J'ai regardé 5 fois la partie technique, il n'y a jamais le stick. Et je pense que même dans le sommaire, il est bon. Voilà. Technique utilisée, montage, rabattage, côte, torsade, motif, haute technique et abreuvation. Et dans haute technique, vous n'avez pas le stick. Alors, l'éditeur, il a dû virer plein de pages, il a dû virer la page du stick, la page des torsades. Ouais, c'est chaud là quand même. Donc j'avais écrit sur le compte Instagram de Léna Amoureux, pour lui préciser. Je n'ai jamais eu de réponse. Je sais même pas si elle a vu mon message. Il faudrait que je lui écrive sur son mail de support, bien sûr, parce que son compte, j'imagine qu'elle a 150 000 messages et que le mien est passé à la trappe.
voilà, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup pour le livre. Alors si l'éditeur a décidé de virer la partie sur le stick, déjà ça m'embête un peu parce qu'un stick c'est quand même pas un truc qu'on fait comme ça. Je regarde si elle a vu le message. Ouais, je suis un peu méchante. Bon, elle a même pas vu le message. Donc il faudrait que je lui écrive sur son mail de support. Autant virer une grille de torsade en aller-retour, pourquoi pas. Si la designeuse explique vite fait en 2 lignes comment faire, pourquoi pas. Virer la technique du stick, pour quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est quand même chaud. Alors on peut toujours aller chercher sur YouTube. Hein. Bon, alors on peut tout chercher sur YouTube et il n'y a aucun intérêt d'acheter des patrons et des livres. Mais alors dire, allez voir dans la partie technique les explications du stick alors qu'elles y sont pas. Voilà. Mais à part ça, il est top hein, ce livre. Et j'ai pas regardé tous les modèles, hein, mais ça se trouve il y a des erreurs dans tous les modèles comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'achète pas souvent des livres de tricot. Parce qu'en fait, oui, il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins corrigé, je trouve, que les patrons qui sortent tout seuls. Donc lui, pour l'instant, il fait dodo. Mais un jour, j'aurai le courage et j'irai le bloquer. En fait, je me dis qu'il va mettre 10 ans à bloquer parce que la laine est hyper épaisse. Donc, je voulais un projet qui allait vite et bien. Et j'ai eu un peu un flash le jour où j'ai voulu porter cette jupe, donc la jupe que je vous ai montrée tout à l'heure, en me disant, mais en fait, il faudrait que je tricote un pull un peu jaune là, comme ça. Et j'ai les laines qu'il faut. J'ai des laines que j'ai... Je sens qu'un truc est tombé. Que j'ai teintes moi-même, un peu dans les tons jaunes. Alors... pas jaune du tout en vrai, mais c'est pas grave. En fait cet été, pendant le premier confinement cet été, j'étais donc confinée dans la maison de campagne de ma belle famille, avec ma belle-mère, et j'ai commencé à essayer la teinture naturelle, à base de plantes et de végétaux. Plantes et végétaux c'est la même chose, c'est un peu débile. Et donc j'ai teint du tissu et j'ai teint de la laine. Est-ce que j'ai déjà tricoté de la laine que j'avais teinte? Non, bon bref. Et donc j'avais teint... mon petit carnet, j'avais teint cette laine, alors elle c'est de l'écorce de nerf brun. Alors normalement l'écorce de nerf brun ça donne du jaune flash. Alors là sur mon retour caméra il ressort rouille, mais en fait il est miel. Donc j'avais fait de l'écorce de nerf brun. Bon je l'aurais voulu un peu plus jaune, mais bon c'est la vie, hein, teinture naturelle. Quand on n'y connaît rien, on a rarement ce qu'on veut. Et puis après, j'avais fait d'autres teintures. Et je m'étais retrouvée avec... Alors, faut que je retrouve le... J'avais teint... Je vais y arriver, hein. Avec de la racine de rhubarbe. Et la racine de rhubarbe m'avait donné ça. J'étais un peu dégoûtée parce que, comment vous dire, qu'en termes de couleur, on est quand même plutôt proche. Et j'avais teint 3 échoues à chaque fois pour me faire des pulls ou des gilets. Donc lui je l'aurais voulu beaucoup plus jaune et lui je sais plus ce que je voulais comme couleur mais bon ça. Donc je disais bon je vais me trouver avec 2 gilets ou 2 pulls quand même très très proches en coloris, ça m'embêtait un petit peu. Et j'ai eu le flash. En fait j'ai eu le flash à cause de grâce à la 3e laine que j'ai teint cet été. J'ai pas pris d'écheveau. Bon, je l'ai que ça. C'était celle-ci. Faut que je vous raconte un peu toute ma vie. Alors elle, c'est teint avec les ronces du jardin de ma belle famille, que j'ai mordancé à la soupe de clous. Alors c'est de la rouille quoi. Pour avoir, à la base je voulais un gris graphite. Alors je vous montre sur les petits échantillons. Donc j'avais fait du tissu et de la laine. Donc le tissu il est vraiment sorti gris clair, et la laine elle est là. Au début je pensais que c'était un peu gris graphite, et j'avais fait un échantillon, je l'ai pas pris mais c'est pas grave, avec de la lace noire, ça ressortait pas du tout et je me suis rendu compte que la laine n'était pas du tout gris graphite et qu'elle était plutôt marron un peu bizarre. Et en plus la soupe de clous j'en avais un peu trop mis et ça assèche la fibre, et la fibre est... Elle est pas sèche comme la Coast, elle est sèche bizarre, pas très agréable. Et je me suis dit, en fait, il faudrait que je la tricote avec du mohair. Du mohair, non, du mohair chez les herbistes. C'est la mode du mohair depuis 3 ans, j'en ai jamais tricoté, j'ai jamais aimé ça. J'aime pas les laines à poil. Moi ça me gratte et je voulais la tricoter avec du mohair. Et je me dis, sauf que je suis pas exactement sûre de la couleur.
Donc il faudrait que je trouve du mohair en magasin et que je les essaye ensemble pour être sûre de ce que j'achète. Parce que le noir et le gris, c'était sûr que ça allait pas fonctionner. Sûr. Donc je suis allée à l'atelier de la création à Lyon. Je me demande si je vous ai pas déjà parlé de ça dans notre podcast. Et ils avaient pas beaucoup de choix de mohair. Mais j'ai quand même pris ce mohair là. Ouh là là, il ressort marron à mort là. En vrai, il est pas marron comme ça, on verra. Souvent mon retour caméra est faux et à l'écran c'est plutôt des bonnes couleurs. Alors c'est un mohair de Rico Design qui n'est pas doux. Hein, je vais pas vous mentir. Rico essentiel là, mohair. Qu'est-ce que ça me raconte? Super Kid mohair silk. Et le coloris c'est 49 je crois là-haut. Et donc j'ai acheté que 2 ou 3 pelotes parce que ça allait plutôt bien avec ma laine. Alors là il y a un gros écart de... Oh, lui il ressort vraiment marron, c'est drôle. Ça allait super bien avec ma laine dans le magasin, sauf que les pelotes chez l'atelier de la création sont très chères. Mais j'en achète 2 et puis j'achèterai le reste en ligne dans ce magasin qui coûte un petit peu moins cher. J'ai regardé quand j'étais dans le magasin pour être sûre d'en trouver ailleurs, il y avait 2 € d'écart par pelote. Donc genre en ligne je pouvais les trouver à 6 € et au magasin c'était à 8 €. Donc 2 € d'écart par pelote, je pouvais en gros me payer la dernière pelote avec quoi. Et donc je suis allée voir en même temps la couleur et la couleur est kaki. Quand on la voit marron, on se demande pourquoi. Mais en vrai, si, elle tire un peu sur le kaki. Ouais, léger. Mais pas marron comme ça. Et donc je les ai tricotés ensemble pour voir ce que ça donnait, si ça rendait bien, si ça adoucissait cette laine là et tout. Et ça donne ça. Donc carrément cool quoi. Ça se mélange super bien ensemble. Ça adoucit forcément bien la laine. Après elle est assez poil celle-là. Hein. Mais c'est fou hein, comme elle ressort marron à l'écran. Moi je la vois vraiment pas marron. Enfin il y a un côté marron kaki. C'est toujours très dur à donner les couleurs. Donc ok, donc ça c'était dit. Ok super, j'ai trouvé quoi faire. J'ai une épaisseur d'écart. Et si mon le Suzette ne fonctionne pas dans cette laine là, j'essaierai de le faire dans cette laine là. Bien que les torsades sur du foncé soient peut-être pas l'idée la plus intelligente du monde. Et si je fais pas le pull Suzette avec, je ferai un pull de Atelier Émilie. Je vous mettrai la photo, je sais pas du tout comment il s'appelle, j'avais flashé dessus à sa sortie. C'est un pull avec l'encolure en V et un relève d'émail pour refaire une petite colle en plus avec une petite finition super belle. Ce pull est super beau, je l'ai pas beaucoup vu passer sur Instagram. Donc je pense peut-être plutôt me faire ce pull là avec cette laine en foncé, ça devrait être assez joli. Bon, ça risque de changer la vie 150 000 fois. Donc j'avais ça. Et là j'ai eu l'illumination. L'illumination, je vous dis. Je vais mettre du mohair avec. Mais oui, ma bonne dame. Oh là là. Un mohair qui tire sur le jaune pour vraiment récupérer le côté jaune de cette laine. Et qui irait en plus très très bien avec cette jupe. Vous voyez, la laine, elle est vraiment entre les deux. Il y a des taches, on va dire, marron camel et des taches jaune moutarde. Et bah lui il est vraiment entre les deux. Donc je me suis dit si je trouve un mohair qui tire sur le jaune, ce sera parfait. Je suis allée sur Laine et Tricot, je vais prendre, bon bref, Laine et Tricot ils ont plein de choix. J'ai regardé tous leurs mohairs. Alors j'ai pas regardé que les mohairs, j'ai regardé toutes les laces en gros. Pas que les mohairs. Je voulais trouver quelque chose avec les couleurs qui me plaisent, dans un prix plutôt correct, parce que bon, au bout d'un moment on dépense, il ne faut pas abuser. Et je suis tombée en admiration, en arrêt devant la laine Manestrale de Cabarose. Un totalement inconnu au bataillon. Cette laine n'a pas de mohair. Cette laine a du baby alpaga, du mérinould, du polyamide et polyester. Alors mérinould, on va savoir ce que c'est, ça va être du mérino j'imagine. Et cette laine est fantastique. Alors elle est douce, hein. Par rapport à elle, ça n'a rien à voir. Elle a le poil sec et elle a le poil doux. Et surtout, je sais pas si vous verrez à l'écran, elle a du fil qui brille. Oh, non mais Manestrale, donc c'est un alpaga poilu qui a
un petit fil de lurex. Ah, je crois que vous le voyez un peu. En fait, le polyester et polyamide, c'est le fil de lurex. Mais waouh, quoi. Mais c'est fantastique comme idée, vous n'êtes pas obligé d'acheter le fil lurex à part, il est déjà dedans. Oh, je suis trop fan. Et donc, ils ont quand même un bon petit choix de couleurs. Franchement, un gros coup de cœur quand je l'ai trouvé. Hein. Donc, j'ai acheté direct, les prix sont corrects. Je pourrais plus vous dire du tout les prix. J'ai oublié. J'espère que vous voyez le petit fil lurex. Donc, c'est un fil plus épais qu'une mohair et soie, moins pollu. Ouais, quand même, il est quand même pollu, faut pas abuser. Mais plus épais. J'en ai un ou j'en ai deux là. J'essaie d'en prendre un seul. Je pourrais le prendre sur une pelote déjà entamée, hein, c'est peut-être plus simple. Voilà, quand on réfléchit. Bon, alors après, je n'ai pas une grande expérience de mohair, mais logiquement, ça ne m'étonne pas que le mohair soit plus fin que l'alpaga. Enfin, quoique, on peut faire de l'alpaga en lace. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais en vrai, le fil jaune de la Camarose Manistral est plus épais. Et on voit qu'il est moins pollu. Il est doux. Et comme lui, il me gratte là. Lui, non. Les poils sont plus courts. C'est peut-être pour ça aussi. Lui, franchement, je vous le conseille pas. Je pense que avec la Mérino, ça passera. Hein. Ouais, il gratte moins là, mais je le mettrai pas en châle. Hein. Je pense en pull avec une chemise, ça ira. Mouais. Alors que elle, non, elle est toute douce, vraiment. Mais même quand vous touchez les plots, ça n'a rien à voir. Elle, énorme coup de cœur. Franchement, je me demande même si je vais pas regarder s'il n'y a pas une couleur pour aller avec. La racine de rhubarbe. Et pour le coup, trouver un qui tire plus sur le marron camel pour vraiment séparer, je sais pas où j'ai mis l'autre, la couleur des deux échevaux. Super, vraiment, si vous cherchez une peau pâle avec lurex, bah allez-y quoi. Vraiment super contente. Sauf que quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu la couleur jaune, j'ai fait mais c'est super jaune, mais jamais ça va aller. Alors j'essaie de ranger un peu tout le bazar, je vous montre 150 000 laines. Jamais ça va aller ensemble. Regardez la différence. J'ai dit non, ça va pas être possible, c'est beaucoup trop jaune. En fait, il y en avait une qui était moins jaune, qui je pense qui était plus proche de celle-ci, mais j'avais peur que ça ne la fasse pas assez tirer sur le jaune. Donc celle que j'ai achetée, c'est la coloris Citron Gull. Ouais, c'est trop quoi. Mais c'est vraiment jaune. Jaune. Mon retour caméra là est pas très jaune, mais en vrai, ouais, c'est un beau jaune. Je dis, allez, on tente l'échantillon. Ça peut toujours passer sur une incompréhension. Et voilà mon échantillon. Il est plus jaune que ça. On verra à l'ordi, ça se trouve, ça ressortira bien. Et j'adore. En fait, je suis fan. On voit vraiment que c'est une laine chinée. Par rapport à celui-ci, on voit pas du tout. Hein, on voit là qu'il y a deux laines, qu'il y a une écart de couleur. Mais je suis super fan, en fait. C'est super doux. Ça ramène plus le tricot vers le jaune comme je le voulais. Et puis avec le petit fil qui brille dedans, on le voit un petit peu, pas longtemps. Non, mais j'adore. En fait, j'ai tricoté ces deux échantillons, puis un troisième que j'avais mis en photo sur Instagram, là, un bordeaux foncé. D'affilée, la même soirée, j'ai tout fait, j'ai tout bloqué, et après j'ai vu ça, j'ai dit non mais ok c'est bon. Enfin, avant même de le bloquer, je dis c'est bon, je le tricote, y a pas de souci, ce sera mon prochain. J'ai rarement été, enfin rarement, bien sûr, j'ai été emballée tout de suite quoi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin, comme j'ai tricoté des samples pour Angélique de The Woolly Skein là, depuis septembre, qu'en août j'ai acheté de la laine parce que j'en avais oublié, ou j'avais un peu fait voilà, par dépit. Là ouais c'est vraiment ouais, je suis bien emballée, j'ai été vraiment emballée par ce tricot, je me dis j'ai hâte de le finir lui pour le coup pour voir comment il va rendre. Et je trouve qu'avec la jupe, comme il tire plus sur le jaune, ça va réveiller la jupe quoi. En plus ils ont tous les deux un petit fil qui brille. Alors voilà, Camarose, je vous en ai parlé pendant mon large travers. Et après, qu'est-ce que j'allais tricoter avec? J'ai quand même beaucoup hésité à refaire le pull Suzette, mais j'avais pas envie. Et j'avais dans mes favoris Instagram, on peut piner comme sur Pinterest en fait, je le fais tout le temps. C'est super pratique. Un pull de Aurélie Lapoule, qu'elle avait sorti l'année dernière.
qui pour une fois avait beaucoup de détails. Je trouve que, alors j'aime beaucoup ce que fait Aurélie Lapoule dans son style, ça lui va très bien, elle porte toujours des choses très amples, très loose, ça lui va super bien. Moi je préfère quand il y a un peu plus de détails. Elle avait sorti un pull qui s'appelle Roger, qui pour le coup était assez dingue. Je trouve sortait vraiment de ce qu'elle faisait d'habitude. Je sais pas si j'ai des... Je crois pas qu'il y ait de photos. Alors, le pull Roger il est là. Alors il est loose. Et en fait c'est son pull avec des petits... Elle l'avait fait rouge je crois elle. Il y a des petites pastilles là. Ce qu'on voit pas c'est que tout le long il y a une bande de dentelle. Et en fait ensuite la bande de dentelle reprend de l'épaule jusqu'en bas de la manche. C'est vraiment super beau. Très féminin. Très beau. Donc mon échantillon collé avec elle, elle tricote en général en DK ou Worsted, Aran, Bulky, enfin elle tricote toujours des grosses laines. Et donc je me suis lancée. Et j'ai tricoté Roger. Alors il n'est pas fini, hein, mais il est bien avancé quand même. Voilà, j'ai fait tout le corps de Roger. Donc vous avez sur les rangs, sur le devant, vous avez ces petites pastilles qui sont longues mais simples à faire. En fait on prend un nombre de mailles qu'on sort hein, sur une aiguille auxiliaire et on enroule le fil autour. Je sais plus combien de fois. Après on les repasse sur l'aiguille et on les retricote. Voilà. Donc ça fait ces petites pastilles, j'adore. On pourrait presque croire de loin que c'est des noppes ou des bubbles, mais non, c'est vraiment, ça se voit, hein, les mailles sont entourées. Donc on commence par le bas, c'est un bottom-up. J'aime pas les bottom-up, j'aime pas les pulls et j'aime pas le poil et je tricote un pull en bottom-up avec du poil. Tout va bien chez moi. On commence par les côtes en bas. J'ai peur de ne pas les avoir. Le montage assez élastique, pourtant elle le précise bien. Et ensuite on augmente et on fait le corps tout droit parce que c'est un pull qui est un peu effet boule en bas. Vous voyez, là. Alors là je l'ai essayé, bon il n'est pas bloqué mais j'ai peur que mon rang de montage soit pas assez élastique. Bon, il faudra peut-être que je défasse le rang de montage. On va filer la poil et que j'en refasse un rabattage élastique pour vous. Et après on commence. Donc les rangs de pastilles et la dentelle sur les côtés. Alors la dentelle est très simple mais super belle. J'espère que je vais réussir à bien vous la montrer. Voilà. Bon là il n'est pas bloqué donc forcément elle est un peu ratatine. Donc on fait ça sur les deux côtés. Tout le long. Super beau. Vraiment, vraiment fan. Donc on monte en rond. Puis au bout de X trucs, j'hésite à le faire cropped. Et puis je me dis bon je vais respecter sa longueur. En plus comme les côtes sont un peu serrées en bas, au pire je le rentre dans la jupe si je veux le porter avec la jupe et puis ça ira bien. Et donc après on passe un aller-retour. Hein. Donc les emmanchures c'est un pull comme Suzette, enfin c'est pas un boxy vraiment mais ça tombe, c'est vraiment un carré et les emmanchures arrivent par ici. Et après, donc là on s'arrête ici et après on arrête la dentelle et on tricote en aller-retour. Les rangs de pastilles. Elle pour le coup elle explique bien. Oh je suis méchante. Après on fait le dos, bon le dos est en endroit tout bête. Hein. Et après on fait les épaules. Et là c'est vraiment... elle travaille bien ses patrons, franchement son patron. Alors, son patron en termes de mise en page design il n'y a rien. Hein, c'est du bête texte. Voilà, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de machin. J'ai vu des patrons mieux mis en page. Mais il est bien construit, on est bien tenu par la main, elle explique bien les choses. Voilà, hein, son patron c'est... Mais il y a tout. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que quand elle explique le nombre de mailles, vous voyez, en fait, elle balance toutes les tailles les unes après les autres. Il n'y a pas de... Souvent, soit à mettre des couleurs pour différencier les tailles, soit quand elle met pas de couleurs pour qu'on puisse imprimer en noir et blanc, à mettre des parenthèses, à mettre du gras, à mettre de l'italique, pour que ce soit un peu plus facile de retrouver sa taille. Là, si vous devez chercher quelle taille vous faites là-dedans, bah, vous comptez quoi, c'est juste un peu... Voilà. C'est vraiment pour lui trouver des petits défauts. Hein, parce qu'à part ça, je suis vraiment conquise par le modèle et les explications. Donc on fait le devant là, en aller-retour. Après on fait comme d'hab, hein, on rabat des mailles, on fait une épaule avec des rangs raccourcis en terminant de rabattre le col. On fait pareil de l'autre côté, on fait le dos pareil, bien que on le voit le col
du dos là remonte plus haut. Et on a 4 épaules avec les 4 mailles en attente. Les 4 mailles, avec toutes les mailles en attente. On les rabat pas du tout. Et après on va les... C'est hyper ingénieux. On va monter des mailles. Enfin on va récupérer les mailles des épaules. On monte le nombre de mailles de la dentelle. Et ensuite on va venir tricoter de là jusqu'en bas en venant récupérer de chaque côté les mailles ici et les mailles ici. Un peu quand même, il y a des châles qui sont construits comme ça, vous faites tout le corps du châle et après pour la bordure vous venez la refaire dans l'autre sens, comme ça. Et ça vous permet de rabattre. Voilà, c'est le même principe. J'ai trouvé ça super ingénieux, c'est très bien expliqué. Et en fait, ouais, ça fait un petit bourrelet là, parce que c'est quand on reprend les mailles, ça fait, c'est super pro. Vraiment nickel, j'ai vraiment bien aimé cette partie-là. Alors on jongle un peu avec 3-4 aiguilles et puis plein de mailles dans tous les sens, mais petit à petit on avance, puis à la fin, on garde les mailles de la dentelle, bon là j'ai fait un rond trop ça se voit, sur un câble, et puis quand on va remonter les manches, on va récupérer ces mailles, et on va continuer la dentelle tout le long de la manche, sur le dessus de manche. Je le trouve vraiment très féminin ce pull, très joli, il n'a pas été énormément tricoté, c'est dommage, il est vraiment... super beau. Et donc là, on a une dentelle en rond, là on a une dentelle en aller-retour, et les manches c'est une dentelle en rond. On a tous les diagrammes. Diagramme en rond et diagramme en aller-retour. Oh, je suis méchante. Voilà. Alors, la seule difficulté c'est quand on fait les pastilles. Alors c'est très long, mais c'est pas compliqué. C'est que il faut pas trop serrer la laine pour pas trop serrer les mailles et faire des jours de chaque côté. J'ai vu des patrons, des nanas qui l'ont tricoté sur Instagram où je pense qu'elles ont trop serré en tournant et ça fait vraiment des jours de chaque côté des pastilles. Alors moi j'en ai qui font des jours. Vous voyez là par exemple. Alors j'étais très lâche au début pour éviter ça et en étant trop lâche, ça va pas non plus. En fait, vous voyez, sinon ça fait... Là on voit qu'il y a des jours. En fait le premier tour il faut vraiment le serrer pour que la maille ici, parce qu'en fait on tricote dans ce sens là, pour que la maille ici soit pas trop béante. Donc moi je serrais fort le premier tour et après les autres tours je les faisais assez lâches. Et j'ai fait un tour de moins qu'elle, je sais plus combien elle en préconise, parce que je trouvais ça un peu épais. Donc les 3-4 premiers rangs j'ai fait, je sais pas moi, X tours, et les rangs d'après j'en ai fait un en moins. Je pense que ma laine est un peu plus épaisse. Elle préconise de le tricoter en fingering et mohair lace, je crois. Je sais plus. Et moi comme mon poil est un peu plus épais que de la lace, je trouvais que ça faisait trop épais. Alors par contre, j'ai rien noté et je sais même pas quelle taille je dois faire. Je crois que je fais la 3e. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est un peu ce problème à force de... J'ai fait d'autres trucs entre temps. Je sais plus, je crois que mon échantillon était bon. J'ai rien noté, c'est un peu la catastrophe. Bref. Ça va être sympa quand on va reprendre les manches. Bon après les manches en général je suis pas trop les patrons. Donc voilà, donc là ça m'occupe bien. En fait je tricote autre chose en attendant. Et donc là je termine ce que je tricote en attendant et puis c'est l'échantillon Bordeaux là que on voit sur mon feed Instagram. Et puis après je reprendrai lui. Super sympa comme modèle, très féminin. Enfin je remonte les... J'avais peur que l'encolure soit un peu large, j'aime pas du tout, moi j'aime bien les encolures assez proches du cou et en fait ça va, avec les côtes en plus. Et puis bloqué ça ira bien. Là, je sors de ma zone de confort, comme on dit, entre les couleurs, le poil, le pull et compagnie. Mais alors là, je pense qu'avec la jupe... Alors par contre, ça va vraiment être une tenue d'hiver. Et puis alors là, c'est le printemps, il fait beau. Voilà, voilà. J'ai bien fait de tourner maintenant, quand je vois déjà tout ce que je vous ai raconté. Et bah écoutez, je vous dis à très vite, profitez bien de ce printemps qui arrive, moi j'en peux plus là, donc j'espère que les beaux jours vont faire du bien au moral, et l'hiver a été quand même super compliqué à gérer, mais j'ai trouvé très court en même temps.
Bon après on n'est pas à l'abri d'un petit coup de froid en mois de mars, mais là ça y est, on sort avec les manteaux de printemps, les enfants, puis il fait enfin jour après 18h. On a de la chance d'avoir un grand jardin dans la copropriété où on habite. Donc j'avoue, quand on rentre de l'école ou on joue dans le jardin sans trop se poser la question du couvre-feu, c'est plutôt agréable. Et là je me dis qu'on a bien fait d'acheter cet appartement avec ce grand jardin. Ça fait du bien. Voilà, et ben à bientôt. Je ne sais jamais comment conclure mes podcasts. J'essaye de revenir pareil sous un petit mois, suivant ce que j'aurai à vous montrer. Salut!